Je suis Karim Aboumrad Fricognon, trésorier de l'AMI. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier qui est intitulé « Recyclons la médecine ». Pour vous expliquer l'origine de cet atelier, nous nous sommes basés sur un problème sociétal actuel qui est le souci de l'environnement et de l'organisme humain. Les industries agroalimentaires, les usines, les méthodes de transport se tournent davantage vers des pratiques plus écologiques, et ceci pour correspondre aux attentes de la société. La médecine commence petit à petit à être incluse dans cette réflexion, sous le regard de nos patients qui sont de plus en plus soucieux de la composition de leur traitement, comme nous l'a montré la récente polémique du lévothyrox. Nous avons tous déjà entendu cette question. « Docteur, vous n'avez pas de moyens plus naturels de traiter ma maladie ?» Alors, cette notion de naturel implique un souci cette réflexion, en fait, est... en parlant de naturel, il y a là une inquiétude implicite vis-à-vis de l'environnement et de l'impact sur l'organisme. Qui dit respect de l'environnement et de l'organisme, dit écologie. La problématique qui en découle est donc comment notre pratique peut être éco-responsable, une pratique qui impacte le moins possible l'environnement et l'organisme humain. Notre atelier... J'ai oublié de passer les diapos. Alors, notre atelier va s'articuler en 3 parties. Nous allons d'abord commencer par un vrai ou faux. Ça va nous permettre d'être surpris et de prendre conscience de certains enjeux. Nous enchaînerons avec le thème de la pollution et de l'éco-prescription. Pour finir, nous aborderons le thème de l'hygiène médicale et pharmaceutique. Je vous laisse vous connecter à la salle. Le nom de salle est ISNAR, I-S-N-A-R. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter à la salle, si vous avez téléchargé l'application. L'application, c'est Socrative Student. Le nom de salle est ISNAR. Alors ceux qui n'ont pas réussi à télécharger l'application, pour le vrai ou faux, je vous laisserai lever la main pour dire vrai et puis ne pas bouger pour dire faux. C'est Socrative Student. Nom de salle ISNAR. Oui. Alors je vais l'expliquer. Donc DASRI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est déchets d'activités de soins à risque infectieux. Donc c'est les poubelles jaunes en fait.
On va débuter le vrai ou faux. Donc la première question est, traiter une tonne de dasserie coûte 300 euros. Donc dasserie, comme je l'ai dit, déchets d'activités de soins à risque infectieux, les poubelles jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui n'ont pas l'application peuvent lever les mains si, ils pensent que c'est vrai. C'est faux? Bon, vous avez raison, c'est faux. Traiter une tonne de dasserie coûte 700 euros. Alors 700 euros, c'est 10 fois plus que traiter une tonne de d'AOM. D'AOM, c'est déchets assimilés aux ordures ménagères, donc les poubelles noires. Ça correspond aussi au salaire de 6 externes et à la rémunération de 7 gardes d'internes. Passons à la question suivante. En 2050, la mortalité liée à l'antibiorésistance sera supérieure à la mortalité liée au cancer. Je vous laisse répondre à cette question. Dans le monde, c'est dans le monde. Ceux qui n'ont pas l'application, levez la main si vous pensez que c'est vrai. C'est effectivement vrai. Donc, en 30 ans, la mortalité liée à l'antibiorésistance sera multipliée par 10. D'environ 700 000 en 2017, elle va passer à plus de 10 millions en 2050. Donc, c'est une évolution par 1000%. La mortalité par cancer, quant à elle, sera de 8 millions et ne sera plus en tête de classement. Question suivante. En l'absence de preuves démontrant l'effet nocif d'un produit sur la santé ou l'environnement, la loi européenne empêche la mise en place de mesures préventives. Alors pour ceux qui n'ont pas compris la question, ce qu'on essaie de dire par là, c'est que si l'on suspecte l'effet nocif d'un produit, on ne peut pas mettre en œuvre des mesures préventives tant qu'on n'a pas prouvé que cet effet nocif existe. Si on n'est que sur des suspicions, on ne peut pas mettre en place des mesures préventives. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour les questions d'avant, vous étiez plus ou moins d'accord avec la bonne réponse. Là, c'est assez mitigé, peut-être parce que vous avez mal compris la question. C'est faux. La loi européenne prévoit clairement le principe de précaution. C'est un principe qui, au contraire, permet de mettre en place des mesures préventives sans preuve concrète à partir du moment où l'on suspecte l'effet nocif d'un produit ou d'une substance. Passons à la question suivante. Les taux d'amoxicilline rejetés annuellement dans les eaux du Royaume-Uni excèdent le seuil de concentration toxique pour l'écosystème aquatique. Je vous laisse répondre à cette question. Vous avez pour la plupart la bonne réponse. C'est effectivement vrai. Les taux retrouvés excèdent le niveau toxique pour l'écosystème aquatique. Alors, même si ces taux peuvent paraître faibles en apparence, il ne faut pas oublier que la faune et la flore aquatiques sont en contact permanent avec ces déchets d'antibiotiques. C'est leur milieu de vie, contrairement à l'homme qui ne boit que 1 ou 2 litres d'eau par jour. Prochaine question. En 2050, le coût économique mondial indirect de l'antibiorésistance est estimé à plus de 48 fois le produit intérieur brut de la France. Je vous laisse répondre à cette question.
On attend que les retardataires répondent à la question. Ceux qui n'ont pas l'application, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Plutôt vrai? Alors, la réponse est vraie. La plupart d'entre vous ont répondu vrai. Il y a une personne qui a répondu faux. Elle se reconnaît peut-être. L'augmentation phénoménale de l'antibiorésistance sera un obstacle à la réalisation de beaucoup d'actes médicaux, notamment chirurgicaux, tels que des césariennes, des poses de prothèses totales de hanches et même des chimiothérapies. Le surcoût indirect engendré par l'abstention de la réalisation de ces actes médicaux sera à hauteur de 120 trillions de dollars, c'est-à-dire 4% du PIB mondial en 2050, ou bien 48 fois le PIB de la France. Nous allons passer à la suite de la présentation. Je vous présente nos intervenants. Donc, notre premier intervenant sera Florent Hoyer, interne en pharmacie, qui fait l'intermédiaire avec le docteur Bastien. Le docteur Bastien est généraliste à Gérardmer. Il est aussi président de l'association ASOX, Association pour l'optimisation de la qualité des soins. Le but de cette association est d'améliorer la qualité des soins dans le but de traiter sans polluer. Nous aurons ensuite l'intervention du docteur Marie-Claire Grimaud, pharmacienne au centre hospitalier Ardèche Méridionale, qui nous parlera de la gestion des déchets médicaux. Je déclare nos conflits et liens d'intérêt. Isaline Lapostole, qui est notre chargée mission congrès de l'ISNAR, travaille dans le même centre hospitalier que nos intervenants et elle a participé à la mise en œuvre de cet atelier. Donc, pour illustrer l'impact de la détérioration des médicaments dans l'environnement, nous avons contacté l'association ASOX. Cette association est basée à Gérardmer. Elle mène une opération de sensibilisation et d'analyse de l'impact des médicaments sur l'environnement et sur la qualité des eaux. Une des études les plus notables de cette association porte sur la pollution des rivières par les médicaments à Remiremont. Grâce à cette étude, ils ont ouvert une piste pour diminuer la pollution médicamenteuse, l'écoprescription. En effet, ces petits mots que l'on note sur nos ordonnances ne sont pas forcément inoffensifs à l'égard de l'environnement. Je vous laisse donc la parole, Monsieur Florent Hoyer, en vous posant la question « Comment l'écoprescription réduit-elle la pollution médicamenteuse des eaux ?» Alors, bonjour à tous. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, Florent Hoyer, interne en pharmacie hospitalière au centre hospitalier d'Aubenas en Ardèche méridionale. Et je viens de la part du docteur Bastien, du docteur Petit et du docteur Curien, qui n'ont malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Donc, ce sont des médecins généralistes dans les Vosges, qui sont maîtres de stage universitaires et qui sont impliqués dans des actions de santé populationnelle. Ils ont créé en 2005 l'association ASOX, qui veut dire l'association pour l'optimisation de la qualité des soins, et qui a permis d'ouvrir le projet écoprescription. Alors tout d'abord, l'écoprescription, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est se soigner sans polluer. C'est-à-dire avoir toujours en tête l'impact environnemental des médicaments. Ça passe notamment par une meilleure prescription et une plus grande traçabilité. Par exemple, lorsqu'on donne un médicament à un patient, il va l'absorber et la majorité de l'élimination se fera par excrétion. Les résidus médicamenteux ou même le médicament non métabolisé se retrouvent donc dans les stations d'épuration qui vont arriver à en éliminer la grande majorité, mais pas tout. Donc ces résidus se retrouvent donc dans nos rivières avec par exemple des métaux et des pesticides. On parle alors de micropolluants.
Ils vont interagir par exemple avec la faune et la flore. On parle notamment par exemple de l'effet de féminisation des poissons. Et ensuite, ils peuvent atteindre les nappes phréatiques, qui sont nos principales ressources en eau. Alors la micropollution aquatique, c'est une idée émergente. En 2005, une équipe suédoise a monté une étude pour évaluer l'impact environnemental des médicaments. Et ça aboutit notamment sur la création d'un dictionnaire qui permet de répertorier les médicaments en fonction de leur impact environnemental. Donc le projet éco-prescription s'inscrit dans cette continuité. C'est un projet ambitieux qui s'est étalé sur 3 ans, de 2015 à 2008, grâce à des financeurs institutionnels, sur un site pilote qui était le bassin versant de Moselle, pays de Remiremont. Et il a été imaginé par des médecins, des pharmaciens et des vétérinaires. Donc les objectifs sont simples, c'est tracer les médicaments jusqu'à leur destruction sécurisée, sensibiliser les professionnels et la population, augmenter la qualité de la prescription et évaluer l'impact sur l'environnement. Donc concrètement, ça passe par prescrire et délivrer la quantité utile à la prise en charge thérapeutique, sensibiliser la population au bon usage des médicaments non utilisés, par exemple en les incitant à ramener les médicaments non utilisés dans leur pharmacie d'officine, pour qu'ils soient traités et détruits de façon sécurisée. Et c'est aussi favoriser chez les prescripteurs la prise en compte de l'aspect environnemental de leurs décisions, en intégrant un index de toxicité environnementale dans le choix des médicaments. Par exemple, aujourd'hui, on connaît énormément de molécules MeToo, sachant qu'elles n'ont pas toutes le même impact sur l'environnement. Donc ça pourrait être, par exemple, utiliser une molécule qui a le moins d'effet sur la nature. Mais ça peut être aussi accepter de ne rien prescrire, par exemple pour une simple grippe. Donc voilà. Après, c'est... Alors, est-ce que c'est légitime de vouloir se préoccuper de l'impact environnemental des médicaments? La réponse, concrètement, c'est oui. On a tous appris durant nos études que, premièrement, il ne fallait ne pas nuire. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout l'effet que ça peut avoir, toutes ces substances médicamenteuses qui se retrouvent même en faible quantité dans l'environnement, mais qui ont un effet cocktail, et on ne maîtrise pas du tout les effets. D'ailleurs, il y a de nombreuses directives européennes et de programmes environnementaux qui vont dans le même sens, ainsi que des travaux universitaires. Alors, qui a été impliqué dans le projet? On a eu des médecins, des pharmaciens et des vétérinaires. Et le moyen de mesurer leur implication a été de voir le volume des médicaments non utilisés ramenés en officine, ou même voir la modification de leur prescription. Donc voilà l'organisation du projet, qui a été créé par, comme je vous l'ai dit, le docteur Bastien, le docteur Curien et le docteur Petier. Donc on voit des vétérinaires, des médecins et des pharmaciens, mais on voit aussi par exemple le docteur Cohen, qui est un médecin épidémiologiste. On peut voir aussi par exemple le docteur Lévy, qui est spécialiste en gestion des risques sanitaires environnementaux liés aux micropolluants. Et on a aussi par exemple le professeur Hartmann, qui est le directeur du laboratoire national de santé du Luxembourg. Donc comment s'est organisé le projet dans le temps? En 2014, il y a eu l'écriture du projet. Puis en 2015, la recherche des financeurs. C'est en 2016 que les pharmaciens et les médecins vétérinaires ont été impliqués dans le projet. Puis en fin d'année 2016, il y a eu les premiers dosages dans des cours d'eau. Le programme a sensibilisé la population dès 2017. Et au cours de cette année, normalement, on aura les résultats de l'étude. Alors, le laboratoire de santé du Luxembourg a donné les résultats suite aux prélèvements qui ont eu lieu dans des stations d'épuration et dans des rivières. Donc, il y en avait 6 dans la région de Moselotte. Dans chaque prélèvement, on a retrouvé du paracétamol et de la carbamazépine. Certains prélèvements présentaient aussi de la desloratadine. Et concernant l'ivermectine, on n'a pas retrouvé dans les prélèvements, mais ça peut s'expliquer aussi par le fait que les prélèvements dans les cours d'eau ont eu lieu en hiver, donc possiblement qu'il y avait moins de cas d'anguillulose. Donc tout cela n'aurait pas été possible sans les financeurs, tels que la région Grand Est, le département des Vosges, l'ARS de Lorraine, l'Agence de l'eau du Rhin et de la Meuse, le pays du Remiremont et de ses vallées, ainsi que l'Observatoire régional de la santé et des affaires sociales.
Donc, les acteurs, il y avait à peu près 48, donc il y avait 48 médecins généralistes répartis sur 15 communes. Il y avait aussi 24 pharmacies et 3 vétérinaires, ce qui représente une population cible d'environ 55 000 habitants. Quelle était l'action des médecins? Donc, en fait, ils ont déposé sur leur bureau un chevalet éco-prescription, c'est une sorte de pancarte qui faisait référence au programme. Ils ont aussi affiché des affiches avec marqué Stop aux médicaments en stock pour inciter les personnes à les ramener chez eux. Et sur chaque ordonnance, ils pouvaient tamponner retour des médicaments non utilisés pour aussi les inciter à revenir en pharmacie. Pour leur prescription, ils ont pu s'aider d'un dictionnaire informatisé, donc le dictionnaire suédois des médicaments, qui classe les médicaments par indice PBT, dont je reparlerai un peu plus loin. Par exemple, dans la classe des antihistaminiques, pour l'Aérus, il était conseillé de prescrire l'Aérus, qui est celle qui a le moins d'impact. Donc le concept PBT, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de 3 critères. Le premier, c'est la persistance dans l'environnement du médicament. Donc, est-ce que le médicament est biodégradable? Le deuxième critère, c'est la bioaccumulation. Est-ce qu'il s'accumule dans la chaîne alimentaire? Et le troisième, c'est la toxicité. Est-ce qu'il y a un risque de nuisance? Donc, chacun des 3 critères est noté de 0 à 3. Et l'ensemble constitue une note de 0 à 9, 9 étant la plus mauvaise note. Donc, comme je vous l'ai dit, le dictionnaire suédois, ça répertorie les molécules en fonction de leur indice PBT. Donc, pour la même efficacité, ça conseille de faire prescrire un médicament qui a le moins d'impact. Voilà comment ça se présente. On voit les molécules avec leur indice à droite. Et c'est la somme des 3 indices qui forment la note globale. Quel était le rôle des pharmaciens? C'était un rôle de recueil des médicaments non utilisés, avec une évaluation quantitative et aussi un relais informatif vers les patients. Quant aux vétérinaires, leur but était de prescrire en curatif plutôt qu'en préventif l'ivermectine, c'est-à-dire de le donner uniquement après un diagnostic. Comment va être évaluée l'étude? Il va être mesuré l'augmentation des médicaments non utilisés. Et aussi, on va essayer de voir s'il y a eu une baisse des médicaments qui restent au domicile des patients. On peut aussi mesurer le nombre de boîtes de médicaments vendues. S'il a baissé, c'est que les gens ont été sensibles à l'action. Et aussi, il y aura donc de nouveaux prélèvements dans les milieux aquatiques pour voir si la concentration en médicaments est plus faible. Pour finir, on peut dire que c'est une recherche prospective, pilote et coordonnée et utile en santé populationnelle. C'est une action environnementale innovante et c'est une mise en valeur des métiers de nos régions. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous connecter sur leur site qui s'appelle sesoignersanspolier.com qui possède plusieurs vidéos qui sont très explicites et très bien faites, avec aussi des petites gazettes qui expliquent le cheminement de l'étude au fil du temps. Il y a aussi l'adresse mail contact@ecoprescription.org si vous en aviez besoin, pour les contacter en cas de questions. Voilà, ensemble, bougeons les lignes, éco-prescrivons. Merci. Merci beaucoup, Florent Hoyer. Cette intervention était vraiment très intéressante. Vous n'avez pas trouvé? Moi aussi. Donc, je vais maintenant passer à la prochaine thématique. Donc, où vont nos déchets médicaux? Leur traitement pose-t-il un risque? C'est une question d'hygiène et de recyclage médical. J'interroge pour cet axe Madame Marie-Claire Grimaud, qui est docteur en pharmacie. Quel est l'impact de nos déchets médicaux? C'est à vous. Bonjour à tous et merci pour l'invitation sur ce sujet qui est très préoccupant. Donc bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation puisque le sujet me tient particulièrement à cœur. Il est vraiment très préoccupant et en termes de prévention puisqu'actuellement les politiques de santé
ministériels se sont beaucoup axés sur la prévention. Je pense que vous êtes tous à des degrés divers, enfin, on est tous en tant que professionnels de santé, acteurs de la prévention dans ces domaines-là. Donc je vais vous parler à la fois des déchets hospitaliers purs, parce que ça représente quand même 95% des déchets, et puis en dernière partie pour l'exercice libéral, qui représente 5% à peu près de déchets, la réglementation, et puis voir ce qu'il est possible de faire ou d'améliorer. Alors le développement durable, il est à l'interface de 3 piliers importants, dont la partie écologique avec préservation de l'environnement, le volet social avec justement amélioration du bien-être social pour tous les travailleurs dans le milieu de la santé, et un volet économique puisqu'il y a des économies budgétaires à réaliser en ayant un bon usage de tous ces produits. Ce développement durable donc, qui est mené dans une politique souvent sous la responsabilité de l'hygiène hospitalière, mais ça se fait aussi en collaboration avec les pharmaciens et les écotoxicologues lorsqu'il en existe. Donc les praticiens hygiénistes, ils peuvent être soit des médecins, soit des pharmaciens. Ils ont un rôle important à jouer et ils sont le principal acteur dans la politique des déchets. Donc il y a les rejets, les déchets liquides et puis les déchets solides. Tous les déchets liquides, en fait, on peut les appeler les effluents, correspondent aux produits, aux traitements qui peuvent être réalisés, donc les désinfections, les traitements du endoscope, le traitement des instruments chirurgicaux en stérilisation, etc. Et toute la partie solide, ça correspond aux déchets qui viennent de l'usage unique, et les déchets d'activité de soins. Donc le but de cette politique, ça sera de préserver la ressource en eau, qui est un point là aussi préoccupant, diminuer les dépenses énergétiques, diminuer les expositions professionnelles, puisque là aussi c'est générateur de stress, d'ailleurs, puisque les produits peuvent être dangereux et donc causer des soucis. Accompagnement socio-professionnel des agents dans la démarche de formation pour essayer d'améliorer les pratiques. Alors, je précise que dans ce diaporama, je me fais l'interlocuteur en fait, du travail du professeur Philippe Carinco, qui est plutôt en région PACA. Il est à l'hôpital d'Hyères-les-Palmiers. Et il a fait un travail remarquable qui a été repris dans le Var et puis hors Var en région PACA, puisqu'il a eu vraiment des résultats très positifs en termes d'économie de produits et d'économie budgétaire. Alors, les déchets hospitaliers et rejets liquides, on voit que majoritairement, ils sont représentés par les détergents désinfectants, à presque 50%. Viennent ensuite les produits d'entretien moins spécifiques, on va dire. Les révélateurs fixateurs, c'est toute activité de radiologie. Les savons, les réactifs de laboratoire, les antiseptiques. Pour avoir une idée au niveau des chiffres, le volume effluent varie de 400 à 2000 litres par litre et par jour. Suivant le type d'activité de soins, ça fait une moyenne de 750 litres par litre. Par rapport à une moyenne pour l'usage domestique qui est autour de 250 à 350 litres par jour. Donc c'est quand même très consommateur d'eau. Pour les détergents tensioactifs, je n'ai pas eu le chiffre pour la France, mais au niveau mondial, c'est 11 millions de tonnes par an. Et en Europe, on est à 2,45 millions de tonnes par an, donc c'est quand même préoccupant. On voit que la ressource en eau, il y a des soucis à se faire, effectivement, puisque entre 1998 et 2008, ce sont près de 440 captages sur 34 000 par an, qui ont été abandonnés à cause des problèmes de pollution, notamment nitrates et pesticides, essentiellement dus aux politiques agricoles, enfin toute la pollution d'origine agricole. Alors les caractéristiques des rejets liquides, ils présentent d'une part une biodégradabilité plus faible que les rejets domestiques. On est sur un nombre de bactéries inférieur, on pourrait se dire c'est bien, mais non, malheureusement, ça prouve que les effluents seront plus difficilement biodégradés. Ça vient essentiellement des désinfectants. Il y a une toxicité sur les milieux qui est plus élevée, qui est également due aux désinfectants.
Il y a un processus de dilution important qui se fait après le raccordement en réseau urbain, qui est d'ailleurs l'endroit où on peut mesurer la pollution engendrée par les établissements de santé. Et on est quand même un peu positif, mais vraiment un peu, parce qu'on a une toxicité moindre quand même que les effluents industriels, mais on est quand même pas mal placé. Les principaux effets biologiques des rejets, donc c'est surtout l'écotoxicité, puisque les organismes aquatiques sont de taille réduite, donc plus sensibles automatiquement à la pollution. Donc révélé par l'indicateur Equitox, qui est une daphnia en milieu aquatique, on mesure le taux d'immobilisation de ce micro-organisme vivant par rapport à des effluents, et donc plus le taux de daphnia est élevé, plus l'écotoxicité est importante, et c'est notamment dû aux désinfectants. La génotoxicité, donc ça c'est franchement très préoccupant, puisque ça vient des produits de dégradation du chlore. Donc le chlore, c'est la javel, notamment dans les désinfectants et les produits ménagers, et également des médicaments cytotoxiques qui pourront agir au niveau des gènes. Et pour faire le lien avec les antibiorésistances, il y a une étude justement de la Commission européenne qui a été réalisée en 2009, qui montre qu'il y a vraiment une induction des co-résistances entre désinfectants et antibiotiques, puisqu'ils peuvent avoir le même site d'action, et qui permettrait peut-être de comprendre pourquoi il y a également une grosse résistance au niveau de l'environnement. Donc, juste pour vous montrer le mode d'action des antibiotiques qui peut agir à différents niveaux d'une cellule bactérienne, enfin d'une bactérie ou d'un micro-organisme. Et on voit que les sites d'action peuvent être similaires entre les antibiotiques et certains antiseptiques, à savoir qu'à ce jour, pour votre information, les antiseptiques qui génèrent des résistances sont notamment les ammoniums quaternaires, qui sont de plus en plus délaissés, heureusement, mais en milieu hospitalier encore largement utilisés pour les prédésinfections en stérilisation, et la chlorhexidine, qui est au goût du jour pour la préparation en préopératoire, préparation cutanée, mais qui donne quand même des résistances. Et à ce jour, seule la bétadine, donc produit iodé, parce que l'iode est une molécule très petite, donc elle rentre dans la cellule bactérienne, ne présente pas de résistance. Alors, les risques d'exposition aux biocides par les agents professionnels. Alors, les biocides, c'est une classe large qui contient pesticides, mais aussi désinfectants, détergents, produits antiseptiques. On peut avoir malheureusement des dermatites de contact, des conjonctivites, des rhinites, de l'asthme professionnel, en plus des troubles musculo-squelettiques que peuvent avoir les agents au cours de leur travail. Alors, les solutions qui sont proposées, et pour ceux que ça intéresse, les références en région PACA, en tout cas, c'est l'hôpital d'Hyères avec Dr Philippe Carenco. C'est le choix d'une utilisation raisonnée des biocides des agents désinfectants, par d'une part réaliser des achats qu'on appelle éco-responsables, l'achat de produits moins toxiques, et puis d'autre part réaliser un bionettoyage alterné. Alors ça, je vais un peu détailler, puisqu'en fait, normalement, le bionettoyage, du coup, pour l'exercice libéral, vous êtes concerné, puisque c'est le nettoyage des sols dans les cabinets médicaux, mais aussi à l'hôpital. En principe, jusqu'à quelques années, on préconisait d'utiliser un désinfectant alterné avec un détergent, parce que on voulait vraiment tuer tous les microbes, et on pensait que ça avait une utilité. Il s'est avéré que d'une part, utiliser des désinfectants tous les jours, ça encrassait les sols, donc finalement, on formait un biofilm où les bactéries se multipliaient. Et d'autre part, il a été prouvé que si on n'utilise pas de détergent, on avait la même recontamination des sols au bout de 2 heures, qu'on mette de l'eau ou qu'on mette un produit détergent. La contamination est la même et il n'y a pas plus de risque d'infection nosocomiale. Donc en fait, on peut tout à fait alterner sans aucun risque, y compris en réanimation, les nettoyages des sols. Et puis, donc ça a été fait ailleurs et ça a été élargi en région PACA. Donc ça a fait ses preuves et il y a une grosse économie de produits qui est à réaliser. Les solutions alternatives aussi, c'est l'utilisation de vapeur, puisqu'elle n'a pas de conséquences néfastes sur l'environnement. L'utilisation des microfibres à la place des fibres de coton,
puisque la microfibre, de par sa taille, va permettre d'enlever les poussières dans les anfractuosités. Utiliser des bonobosses sans produit, également des doseurs proportionnels des centrales de dilution pour avoir la juste utilisation de l'antiseptique ou du détergent. Et ensuite, alors, je vais passer à la partie déchets solides. Alors là, donc, je ne l'ai pas mis sur les diapos, mais pour avoir une idée des chiffres, ça représente 700 000 tonnes par an pour la France, uniquement. Donc avec 95% de part hospitalière et 5% de l'exercice libéral, donc 5% qui correspond à 8500 tonnes par an pour l'exercice libéral, donc la médecine générale, les infirmières, etc. Donc là-dessus, voilà, alors c'est un objectif de la loi de transition énergétique, puisqu'il a été décidé qu'à l'horizon 2025, il devrait y avoir une économie de 50% de ces déchets, surtout au niveau enfouissement. Donc il y a un gros travail à faire à ce niveau et vraiment une réalisation du tri sélectif. La poubelle hospitalière ressemble à peu près à la poubelle domestique, avec pour 85% à peu près d'éléments non dangereux, avec une majorité de parties biodégradables qui doivent être également valorisées. C'est une obligation. Et puis après, 15% de matières dangereuses, avec verre, plastique, métal, mais aussi les fameux DASRIA, qui sont les risques infectieux, donc déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés. Alors voilà ce qui a été fait sur l'hôpital d'Hyères, c'est des filières de recyclage qui ont été développées plus. Donc on ne s'est pas contenté, enfin les professionnels ne sont pas contentés des filières habituelles et ont mis en place des filières papier-carton dans les services, biberons donc en polypropylène pour les maternités, puis les nourettes également, les poches de médicaments sans médicaments. Mais alors là, bon, a priori c'est à creuser, je crois que c'est que le NaCl et le glucosé. Mais donc du coup ça aussi une filière de récupération. Et donc là, il y a des collectes dans chaque service qui sont organisées. Donc l'objectif, c'est de faire une discipline de tri très importante dans les services de soins, qui a une vraie formation, un accompagnement des soignants. Du coup, j'ai vu le parallèle un peu sur certaines thèses pour les médecines générales, mais il semblerait que même les médecins généraux ne savent pas trop forcément au moment de faire le tri, est-ce que je le mets dans le jaune ou dans le noir. Voilà, parce que vous avez en gros 2 secondes pour décider et que ça atterrit souvent dans le jaune parce qu'on pense que tout ce qui est activité de soins, on le met dans la poubelle jaune. Mais en fait, non, on voit que finalement, à part effectivement les coupants tranchants qui sont en DASRI, les cathéters également, les tubulures de perfusion qui sont pas du tout contaminés, ainsi que les rampes de robinet peuvent être mis en DAOM, et un panier de récupération pour les poches de médicaments sans médicaments en polyéthylène. Voilà, donc au total 25 filières de déchets solides. Donc c'est un beau travail, je trouve, plus un point d'apport volontaire pour les DASRI diffus. En fait, ce sont les DASRI qui correspondent aux patients en autotraitement en ville, les patients qui sont sous insuline ou qui ont des traitements injectables. Du coup, ils ramènent leurs médicaments contaminés, enfin leur matériel contaminé dans ces points d'apport volontaires. Des idées, alors là aussi ça a été mis en place pareil à l'hôpital d'Hyères, un livret éco-soins qui correspond un peu à des éco-gestes, une sorte de charte de bonne gestion au quotidien pour tout ce qui est ressources en eau et utilisation de l'électricité, les transports, etc., qui permet à chaque professionnel de prendre conscience de l'impact engendré et d'avoir une attitude valeureuse par rapport à ça. Et donc, bon voilà, j'en viens maintenant à la pratique en libéral. Donc la pratique en libéral, c'est quelque chose d'obligatoire et de très réglementé, qui est opposable financièrement ou par des sanctions. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas, si vous ne traitez pas vos déchets, par exemple, vous pouvez avoir droit à 2 ans de prison ou 75 000 € d'amende, que ce soit pour les infirmières ou les médecins. C'est quelque chose qui, en théorie en tout cas, est très encadré et surveillé. Donc il y a 3 filières. D'une part, la filière DASTRI,
qui correspond, comme la filière cyclamètre pour les médicaments utilisés, à des éco-organismes. Donc, ce sont des organismes qui ont des responsabilités élargies aux producteurs. Donc, le coût de ces produits inclut en fait le tri et puis la collecte et l'élimination finale. Donc, ces DAS-TRI, ça peut être géré par des pharmacies de ville ou bien des collectivités territoriales via les mairies. Donc, il y a des points de collecte et les patients ont droit donc à des collecteurs OPTC qui sont ramenés au point de collecte. Ensuite, il y a les DAS-RIA, donc les activités de soins à risque infectieux et assimilés, qui sont représentés par tous les produits qui peuvent être utilisés ou les déchets anatomiques non identifiables, les matériels usage unique souillés, etc., qui sont collectés. Et puis les DAOM, donc là, tout ce qui ne présente pas de caractère infectieux ou risque particulier, qui est éliminé en ordures ménagères. Voilà, tout ça est réglementé. Donc, du coup, selon l'activité produite, à moins de 5 kg par mois, vous avez une collecte qui se fait tous les 3 mois avec un bon de prise en charge. Entre 5 et 15 kg par mois, la collecte est mensuelle avec un bordereau de suivi. Et entre 15 kg par mois et 100 kg par semaine, là, les collectes sont hebdomadaires. Et puis, vous avez donc les filières particulières qui sont bien spécifiques donc, aux médicaments non utilisés en ville, parce qu'à l'hôpital, c'est encore une législation différente, c'est le cyclamètre qui le reprend. Donc pour le coup, là, la ville est mieux et plus écologiste enfin, que les hôpitaux, parce que c'est moins bien réglementé à l'hôpital. Les amalgames dentaires, les dispositifs implantables, également les... du coup, je n'arrive pas à lire, c'est marqué. Tout ce qui est pile, pièces anatomiques identifiables, bon là du coup ça part en incinération, etc. Donc au niveau de votre exercice, en fait, il faut passer des contrats avec des sociétés qui vont prendre en charge la collecte et l'acheminement vers une incinération ou un enfouissement après banalisation selon l'arrêté préfectoral de votre région. Et donc tout ça a un coût financier. Bon, pour une infirmière, ça fait à peu près 50 € par mois. Donc soit c'est acheminé par la société, soit vous avez le droit de les acheminer vous-même à un point d'apport volontaire. Si la partie déchets représente moins de 15 kg, vous avez le droit d'acheminer dans votre véhicule à condition que les conditionnements soient corrects. Donc conditionnement étanche et bien fermé. Voilà pour la partie ville. J'oublie peut-être des choses. Voilà, en fait tout ça c'est bien encadré, à vrai dire. Voilà, pour la partie, pour faire le lien avec la présentation de Florent juste avant, pour ce que je me suis renseignée, donc effectivement il y a des médicaments qui peuvent aussi avoir un rôle de perturbateur endocrinien, parce que là pour le coup on n'en parle pas, qui sont à l'étude, et justement le paracétamol en fait partie, avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ils sont un peu aussi dans le collimateur, puisqu'ils auraient des effets néfastes de perturbateurs endocriniens, un peu comme les œstrogènes qu'on peut retrouver. Mais après, l'autre partie perturbateur endocrinien vient principalement des pesticides et biocides de l'agriculture. Voilà, après le sujet est très très large, donc n'hésitez pas à me poser des questions si un point en particulier vous interpelle, puisque bon, il y a des tas de choses à dire en fait. Voilà, je vous remercie. Donc juste, alors pour ça, bon, du coup c'est une anecdote, mais en fait ça montre bien que quand même on a des progrès à réaliser pour tout ce qui est traitement des déchets. J'ai voulu un peu regarder ce qui se passait sur les stands des partenaires, donc j'ai trouvé un très beau fascicule pour le petit guide du jeune généraliste, et je l'ai acheté juste pour la partie hygiène. Donc, après la partie réglementaire, tout ça, c'est sûrement très intéressant. Mais je vois que l'hygiène en stérilisation au cabinet, ça fait même pas une page et demie. Enfin voilà.
Et surtout, je vois marqué noir sur blanc, entretien des surfaces souillées, nettoyage et désinfection à l'eau de Javel, à 2,6% de chlore dilué au 1/10. Donc là, je vais vraiment me demander, leur demander où c'est qu'ils ont trouvé cette info, puisque c'est pas du tout dans les recommandations d'utiliser de l'eau de Javel de manière quotidienne et surtout des dérivés chlorés. Donc ça m'a amusée parce que je pense qu'on a encore beaucoup de boulot et que, si je dois faire un lien avec l'avenir, entre guillemets, je pense que ça serait bien, comme il existe des réseaux en hygiène, etc., peut-être de voir au niveau justement du traitement des tris et des déchets générés par les cabinets généralistes, de faire des réseaux avec justement un bon choix d'antiseptiques et de produits et une bonne filière d'élimination à la sortie. Je pense qu'il y a de quoi faire. Merci, Dr Grimaud, pour votre intervention. À la lumière de ces informations, je vous pose la question à vous, internes, ici présents. Que ferez-vous pour réduire l'impact environnemental de votre pratique ? Si vous avez des idées, si vous faites déjà des choses dans ce sens-là, je vous laisse la parole. Et puis, si vous avez des questions à nos intervenants, vous pouvez prendre la parole aussi. Bonjour, je suis jeune remplaçante. J'ai une question surtout pour l'aspect formation à ces problématiques, puisque en fait, tout au long de notre cursus, moi j'ai bien assisté à mon propre cursus et j'ai pas le souvenir qu'une seule seconde on m'ait parlé de ces choses-là. Est-ce qu'il y a des ouvertures à ce sujet ? Merci. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, j'ai un parcours un peu atypique. Et le premier DU que j'ai fait en milieu hospitalier, c'est le DU hygiène hospitalière. Et donc, en fait, si vous pouvez faire réaliser ce DU, vous aurez une information large sur les déchets, tout ce que vous pouvez faire en fait à ce niveau, entre autres pratiques d'hygiène recommandées. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ça doit être intégré à la formation initiale obligatoire. Oui, alors là, je suis d'accord avec vous parce qu'on a le même problème pour la pharmacie. Je pense qu'on n'a pas tellement d'hygiène. Cette thématique-là n'est pas forcément abordée. Moi, je l'avais vu au cours de mon cursus. J'avais aussi un DU de santé publique, donc je l'avais abordé, et environnement santé publique, donc je l'avais vu au cours de mes études, mais c'était pas dans un socle commun. Mais c'est vrai que c'est un vrai souci. Je suis d'accord avec vous. Donc, vous parlez, donc moi je m'appelle Justine, je viens de Lille, je suis interne en 5e semestre. Vous parlez de l'index PBT. Est-ce qu'il est disponible pour nous, jeunes remplaçants, etc. Où est-ce qu'on peut le trouver en fait, si on veut l'intégrer à notre pratique ? Alors, c'est une bonne question. Normalement, il doit être disponible sur Internet. Mais après, vous avez la possibilité de demander sur le site sesoignersanspolier.fr que j'avais marqué donc dans la biblio. Et je pense qu'ils vous feront suivre sans problème, parce qu'il avait transmis à tous les généralistes qui ont participé à l'étude. Donc ça peut se donner ou se trouver sur Internet. Voilà, c'est public. Bonjour, je suis jeune installée. Je voulais savoir si vous pensez qu'un jour en France, il sera possible de délivrer les médicaments à l'unité, comme il se fait déjà dans d'autres pays, puisque là, on délivre à la boîte et il y a beaucoup de déchets du fait qu'on n'utilise pas tout. Voilà. Mon opinion personnelle, c'est pas forcément très intéressant, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus et que ça éviterait beaucoup de gaspillage, justement, parce que le problème qui a été relevé dans l'étude, c'est qu'il y avait justement beaucoup de médicaments qui étaient en stock donc chez les patients, donc qu'il leur reste après avoir pris leur traitement. Et le risque, c'est que si on en donne beaucoup trop, comme le conditionnement le fait actuellement, je pense, c'est le risque après de les voir jeter n'importe comment dans des poubelles avec les déchets ordinaires, ou même certains qui peuvent vider leurs flacons de médicaments dans les éviers, ou même les jeter dans les toilettes en fait. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus.
Bah, c'est en débat, mais c'est pas plus avancé que ça pour l'instant. Donc on verra bien. Je précise déjà qu'il existe déjà des conditionnements adaptés au traitement, des fois 7 jours, 14 jours. Mais c'est sûr que par rapport à tout ce qu'on peut faire encore, enfin, notamment pour les antibiotiques par exemple, comme ça se fait en Angleterre, on pourrait le mettre en place. Et là, effectivement, ça permettrait d'éviter de jeter des quantités d'antibiotiques pour lesquelles le dosage, le nombre de comprimés en fonction du traitement n'est pas encore forcément d'actualité. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, un pharmacien d'officine est rémunéré aussi sur le nombre de boîtes vendues. Et je pense que ce mode de rémunération n'est pas forcément adapté justement à cette problématique et qu'il faudrait éventuellement plutôt valoriser l'expertise du pharmacien, les conseils attribués et passer progressivement donc, à la vente unitaire. Ça pourrait être une bonne solution. Bonjour, je suis interne en médecine générale premier semestre à Strasbourg. J'avais une question pour Florent Ollier. Est-ce que le dictionnaire suédois est disponible en ligne ? Et pour madame, je voulais juste connaître ce qu'il fallait mettre ou pas précisément dans la poubelle jaune. J'ai pas très bien compris. Et voilà. Donc ça rejoint la question qui m'avait été posée tout à l'heure sur où trouver l'index PBT. En fait, c'est la même chose. C'est le dictionnaire qui classe les médicaments, qui les répertorie via leur index PBT. Et je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble qu'il est disponible sur Internet. Mais sinon, vous pourrez le trouver sur sesoigner.com ou .fr. Et il sera accessible si vous le demandez par mail, par exemple. Alors pour la question des DASRI A, en fait, ce qu'on met dans la poubelle jaune, en général, c'est tous les matériels qui ont pu être contaminés, donc par du sang, par des liquides biologiques, mais également les médicaments non utilisés également devraient être là. Toutes les poches qui ne sont pas terminées, les poches de transfusion, les produits sanguins qui ne sont pas finis ou qui sont périmés. Voilà, parce que normalement, c'est une filière qui est destinée à l'incinération, mais là aussi, ça peut paraître bizarre, mais on peut avoir des centres de banalisation avec une désinfection qui rendent ces déchets assimilés à des ordures ménagères, donc qui se retrouvent en centre d'enfouissement. C'est vrai que je n'ai pas parlé des conséquences des déchets solides. Alors les conséquences, c'est soit l'enfouissement, donc qui pose problème de la pollution de la terre et éventuellement des cours d'eau par ruissellement, et l'incinération. Alors l'incinération, super, en plus on va mener de l'électricité pour chauffer des foyers. Le problème de l'incinération, c'est que si vous n'avez pas des bons filtres terminaux au niveau des cheminées, vous pouvez libérer des dioxines et des nitrofuranes qui sont cancérigènes. Et on a bien vu à les scandales médiatiques que malheureusement, c'est déjà arrivé. Et puis d'autre part, ça crée pour 1 tonne de déchets incinérés, vous avez quand même 300 kilos de mâches fer qui sont indestructibles. Hein. On essaie de les recycler, mais ce n'est pas une solution très satisfaisante puisqu'ils contiennent un concentré de produits toxiques en fait. Voilà. Donc l'idéal, c'est le meilleur déchet, c'est celui que vous n'avez pas créé en fait. Bonjour, moi je suis Adèle, je suis interne à Grenoble. J'avais juste une petite remarque. Il y a un truc dont on ne parle pas, c'est tout ce qui est l'impact des nouvelles technologies. En ce moment, on utilise de plus en plus des logiciels où on stocke les données patients sur des clouds et ça a quand même un impact environnemental assez important dont on ne parle pas. Les mails aussi, enfin voilà, c'est tout. C'était juste une remarque. Alors là, pour le coup, je n'avais pas d'infos sur ce sujet, qui je pense quand même moins préoccupant que la pollution de l'eau. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'infos là-dessus. Je peux me renseigner, mais... Alors, moi, si je peux compléter, du coup, en effet, c'est une réflexion qui commence à être abordée. On n'a pas fait de bibliographie, par contre, sur ce sujet, mais c'est une des problématiques qui commence à être abordée et il y a des réflexions qui commencent à être menées là-dessus, sur le coût et l'impact environnemental de maintenance des serveurs, ce genre de choses. Il y a aussi, pour compléter, des réflexions qui commencent à être menées sur l'impact en amont, au moment même de la production des médicaments.
quelque chose qui a déjà été fait dans d'autres domaines de la société, mais qui commence à peine à être envisagé dans la santé. Voilà, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Charlie, je suis remplaçant du côté de Lyon. Déjà, merci pour l'ISNAR d'avoir mis un atelier sur l'écologie, c'est vraiment top. Ça traduit l'évolution de la société aussi qui est en cours. J'ai beaucoup aimé la dernière phrase sur le déchet qu'on ne produit pas. Et ça, c'est hyper important. On ne se pose jamais assez la question. Il y a des quantités de choses en cabinet libéral qu'on fait machinalement et on ne se pose même pas la question de la consommation, avec notamment le tout jetable. Ma question, c'était surtout sur la première partie, sur les dosages des médicaments. Pourquoi on n'a pas fait apparaître les oestrogènes, par exemple? Parce que toutes les femmes prennent des pilules et du coup, ça se retrouve aussi dans... Alors, il y a certaines études qui montrent que ça se retrouve... Enfin, non, mais... D'accord, pas les pilules, mais il y a quand même une grande partie de la population qui prend de la contraception orale et dont les oestrogènes se retrouvent dans l'urine et filtrés et donc du coup se retrouvent par le système de tout à l'égout dans l'eau, je ne sais pas où, et qui n'est pas filtré par les stations d'épuration. Pourquoi ça n'apparaît pas à ce moment-là du coup? Alors oui, donc là, on touche un peu au phénomène donc, de féminisation des poissons, par exemple. En fait, ça a été les médicaments qui ont été tracés, c'était par facilité aussi, parce qu'il y avait des traceurs faciles. Et du coup, vu que c'est une étude non institutionnelle, donc c'est-à-dire que le financement a été, ça a été financé par l'ARS et tout, mais le projet initial est non institutionnel, c'est des médecins qui l'ont mis en place, et je pense que c'était pour pas que ce soit trop compliqué non plus à organiser. Et dernière question, quel était l'impact en fait des médicaments sur l'écosystème en fait? J'ai pas très bien saisi quel était l'impact en fait finalement, parce que de retrouver des quantités de paracétamol d'un certain pourcentage, etc. dans de l'eau, ok, mais quel impact ça a sur l'écosystème? J'ai pas très bien saisi cette notion-là. Oui, pour les antibiotiques, apparemment il y a un seuil de toxicité, etc. Mais bon, ça peut-être des facteurs de confusion avec l'agroalimentaire, mais sur le paracétamol, etc. Quel est l'impact sur l'écosystème? Tout simplement, en gros, l'objet de la présentation, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des effets donc, sur la faune et sur la flore, donc de toxicité, de bioaccumulation, donc ça retouche à l'indice PBT. Mais en gros, le but, c'est aussi d'éveiller la curiosité par rapport à l'incertitude qu'on a sur les effets sur l'homme et le fait que toutes ces molécules chimiques, donc, qui sont potentiellement toxiques, se retrouvent dans l'environnement et qu'on va les consommer par la suite en fait. Donc c'est surtout ça le but en fait. En fait, juste, je peux juste rajouter pour information que ça représente, au niveau des ruisseaux, a priori, il y a 25% de prélèvements qui contiennent des médicaments. Donc ça fait quand même un quart de l'eau que l'on peut boire au robinet qui peut contenir des résidus médicamenteux. Pour l'instant, ce n'est pas... c'est quand même dans le collimateur puisqu'il y a eu un plan sur les résidus médicamenteux dans l'eau, mais ce plan pour l'instant il a amené juste à cibler justement les molécules prioritaires à étudier justement l'impact qu'elles pouvaient avoir sur l'environnement, mais à ce jour il n'y a aucune station d'épuration qui ne traite ces rejets médicamenteux. Ça pourrait se faire grâce à des procédés d'ozonisation ou de charbon actif, mais ça aurait un coût pour la collectivité territoriale. Et comme l'eau en France est très peu chère et que pour l'instant la collectivité territoriale n'est pas prête à payer, il n'y a pas eu d'évolution. Ça pourra peut-être changer puisque c'est quand même assez préoccupant. Ouais, du coup, ça pointe du doigt pour moi le tout à l'égout. Oui. Enfin, du coup, et ça remet en cause le système de tout à l'égout qu'on a actuellement en fait. Oui, tout à fait. Il y a une des solutions qui existent, qui commence à poindre un petit peu, c'est les nouvelles toilettes sèches modernes, avec séparation de l'urine, etc. Enfin, du coup, c'est en train de venir tout doucement, mais ça peut être une solution, et du coup, l'éco-prescription aurait moins de lieu d'être, en fait. Oui, tout à fait. À partir de ce moment-là, mais déjà, il y a un système en amont qu'il faut résoudre, à mon avis. Mais du coup, c'est très bien d'avoir pointé ça. Et oui, merci. C'est à voir. Avant donc la prochaine question, je vais aussi compléter par rapport à la dernière remarque. L'éco-prescription telle qu'elle est illustrée dans cette étude, et donc comme M. Ollier nous l'a expliqué, c'était une étude pour pointer du doigt un problème.
mais le tout à l'égout et la pollution des eaux, ce n'est qu'un des impacts en fait, qu'on peut imaginer par les médicaments. Et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure aussi de l'impact des serveurs, l'impact en amont aussi dans la production médicamenteuse. Il y a de plus en plus de pays qui se mettent à délivrer les médicaments non pas par paquet mais à l'unité. Ça peut permettre aussi déjà de réduire l'impact environnemental au niveau du packaging des médicaments, qui ne sont pas anodins. Il y a beaucoup de plastique, d'aluminium, etc. Des ressources qui ne sont pas infinies. Donc la pollution des eaux, c'est un très bon exemple, parce que voilà, on a une étude avec une répercussion immédiate et concrète, mais c'est qu'une illustration de tous les impacts écologiques que peuvent avoir notre prescription médicamenteuse, et d'où l'intérêt quand même de l'éco-prescription et de commencer à se pencher sur la question. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de la politique du matériel à usage unique versus les matériaux à stériliser, et l'hôpital de Hyères, qui semble faire des efforts, est-il repassé à la stérilisation des kits de suture, des spéculums et ce genre de choses? Alors, c'est une très bonne question. Je poserai la question à M. Caranco, qui était très content du sujet également de cet atelier et qui est prêt à s'engager pour le suivi et les questions éventuelles. Il est vrai que les stérilisations hospitalières font aussi ce service, et d'ailleurs c'est une valorisation de leur activité. À l'ère des GHT, c'est une valorisation pour une stérilisation, de stériliser également des packs pour des sets à pansement, des sets de suture, etc., qui peuvent être réutilisables donc, pour les cabinets médicaux. Et je crois que dans la région de Grenoble, puisque moi j'ai fait mon DU de ST à Grenoble, avec M. Goulet, donc du coup je crois que dans cette région-là, ils font ce service-là et que ça peut être fait. Il suffit que les médecins généralistes se rapprochent d'une stérilisation hospitalière pour mutualiser cette activité. Et pour le coup, je crois que l'impact financier est moindre que l'achat de l'usage unique. Il faut savoir qu'en plus, c'est vrai que l'usage unique, le gros souci, c'est que ça n'utilise pas toujours la vapeur. Souvent, les dispositifs usage unique que l'on achète, ils sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène, qui a l'avantage d'être très peu cher, mais le gros inconvénient d'être cancérigène, irritant, voilà, et inodore et incolore. Donc en fait, il y a toujours un résidu d'oxyde d'éthylène sur les DM stérilisés. Donc là aussi, c'est vrai que tant qu'on peut restériliser, c'est mieux, on va dire. Oui, c'est tout à fait, c'est mieux. Alors juste pour vous le dire, ça va être les deux dernières questions. Si vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants, vous pourrez les recroiser pendant le déjeuner. Tout à l'heure, il y avait une question là-dessus. Dans la formation médicale initiale, on n'a pas toutes ces formations là-dessus, sur les déchets et la toxicité des antiseptiques. Est-ce que la formation des infirmières, des aides-soignantes et des techniciens de surface hospitaliers, c'est bien intégré, ça ? Non, j'allais dire malheureusement c'est pas mieux, parce qu'une infirmière libérale, c'est pareil, si elle n'a pas fait un DU d'hygiène, elle n'aura pas forcément en tête toutes ces informations. Et quant au personnel hospitalier, les agents hospitaliers, tout dépend de l'impulsion en fait du service hygiène, voire le pharmacien, parce que des fois c'est le pharmacien qui s'occupe aussi de l'hygiène. Si vous avez un hygiéniste très impliqué, il va s'impliquer dans une politique de développement durable et il va s'engager à former des personnels, mais ça ne se fait pas forcément partout. Voilà, malheureusement. Ouais. Moi, c'était juste une remarque pour rebondir sur l'usage unique des spéculums, par exemple. J'avais fait une trace d'apprentissage à l'époque. J'avais pas trouvé beaucoup de justificatifs du passage en fait du métal en fait spéculum au plastique tout jetable, si ce n'est un certain confort pour la femme effectivement, mais il n'y a pas de justification autre que le fait que ça devient difficile dans les cabinets de médecine libérale d'avoir un stérilisateur aux normes, parce que c'est une question de normes,
Je crois que c'est les poupinelles qui étaient utilisées auparavant, qui sont maintenant interdits. Oui. Sauf que le rationnel de cette interdiction, impossible à trouver. C'est-à-dire que pour moi, si j'ai bien compris ce rationnel de cette nouvelle norme, comme quoi on n'a plus le droit d'utiliser ce genre de stérilisateur qui fonctionnait bien avant, c'est les prions. C'est seulement le prion, et du coup on n'a pas donné le prion. La seule rationnelle de cet arrêt de stérilisation en cabinet de médecine générale, c'est le prion. Mais alors du coup, on n'a aucun chiffre, j'ai pas trouvé de source de rationnel comme quoi ça justifiait l'arrêt de cette stérilisation qui marchait bien avant. Vu qu'on ne savait pas ce que c'était comme mode de transmission, le prion, on a dit principe de précaution extrême, parce qu'on ne comprend même pas comment ça fonctionne, et du coup on arrête les stérilisateurs. C'est un peu ça que j'ai vu. Oui, mais c'est tout à fait documenté. Enfin, si vous allez sur le site Les Sociétés Savantes, la Société Française de Stérilisation, la SF2S, et si vous allez sur le site référent qui est le CEPIAS, c'est-à-dire les anciens CECLIN avec le Nosobase, vous avez toute la ressource documentaire en fait, qui pourra vous apporter des réponses. Et en fait, effectivement, la chaleur sèche, puisque le Poupinel c'est chaleur sèche, ça n'agit pas du tout sur le prion. Donc en fait, les recommandations du prion, c'est soit la chaleur humide avec un cycle 134 degrés 18 minutes, soit l'utilisation de molécules en fait, qui sont inactivantes par rapport au prion, qui sont recommandées quand les patients sont à risque, etc. Mais la chaleur sèche est inefficace en fait, sur le prion. C'est bien documenté. Oui. Ah oui. Oui. Non. Non, mais oui, voilà. Par rapport au prion aussi, c'est un vaste débat puisqu'il y a des formations lymphoïdes énormément au niveau buccal et que les dentistes, pour l'instant, ne sont pas du tout embêtés avec cette norme alors qu'ils sont très concernés. Donc, c'est plutôt les hospitaliers qui se la coltinent, on va dire. Mais pour le coup, l'idéal dans ce cas-là, c'est de vous rapprocher justement d'un établissement hospitalier qui a une stérilisation hospitalière et ça valorisera son activité. Donc en général, le pharmacien sera content puisque du coup, il partira pas dans un GHT où voilà, ça sera moins mutualisé. Et pour le coût économique, vous aurez des économies à réaliser par rapport à l'usage unique. Voilà. Bon, merci pour vos questions et merci pour les réponses. Alors, un petit message que l'on peut garder après cet atelier, c'est si vous aimez vos ruisseaux, pensez à vos ordos. Merci d'être venu à notre atelier et nous espérons que vous avez pu vous approprier des idées pour votre pratique. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à répandre la bonne parole. Merci à nos intervenants. Merci à Nathan Payette et à Isaline Lapostole qui ont participé à l'élaboration de cet atelier. Merci au Bureau national qui nous a aidés à perfectionner cet atelier, en partie grâce à la correction des fautes d'orthographe. Et merci à vous, congressistes, d'être venus et d'avoir participé activement à cet atelier. Merci à tous.